Vous parliez tout à l'heure sur le plancher chauffant, du coup vous conseillez de mettre du liège en dessous comme isolant. Par-dessus, vous mettez quel type de chape du coup? Alors là, je vais sortir des règles pro. Moi, j'irai très vite sur une chape de diffusion en terre. Parce que la terre, c'est un matériau qui est très dynamique en termes d'échange, notamment thermique. Et du coup, qui représente des masses inertielles qui sont très très intéressantes. Donc j'irai vite là-dessus. Parce que du coup, si on met une chape liquide, là, ça va bloquer l'hygrométrie. C'est ça. Okay. C'est ça. Pas de chape anhydrique comme ça se fait normalement, quoi. On pourrait aller sur un chaussable, hein, mais la terre serait beaucoup plus intéressante. Pourquoi? Justement parce qu'elle est plus dynamique. Le problème d'un chaussable, c'est qu'il y a du sable. Donc il y a de la silice, donc un matériau qui a des effusivités qui ne sont pas très intéressantes, que la terre n'a pas. La terre est beaucoup, beaucoup plus dynamique que la chaux ou que le sable. Je vous fiche mon billet que dans une quinzaine d'années, on verra fleurir des maisons en terre partout, partout. C'est un vrai matériau d'avenir, tant sur le plan technique que sur le plan de l'économie locale et des écologies que ça peut générer, quoi. Si j'ai bien compris, le pare-vapeur est à proscrire partout? Oui. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par pare-vapeur. Disons que nous, c'est des pare-vapeurs à SD ouverts. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle des freins vapeur, mais ce qui correspond à aucune terminologie normalisée, quoi, si vous voulez. Donc, c'est pas de pare-vapeur étanche. Donc, en gros, on va aller vers des freins vapeur plutôt. Ouais. Bah, c'est tout simple, c'est assez simple à comprendre. Vous allez courir avec un t-shirt en Gore-Tex ou vous allez courir avec un Kawaii, le Kawaii Bull là, des années 80, bah, vous finissez pas dans le même état à la fin de votre running, quoi. C'est exactement pareil. Quand vous faites votre dalle qui est respirante, tout est respirant jusqu'à la tomate, comment est-ce que vous faites pour rendre la tomate à la fois respirante et à la rendre vivable, je te dirais, sans la vernir? Eh ben, on va avec des huiles de lin ou des huiles dures. C'est des produits qui sont perméables à la vapeur d'eau. Oui, c'est bien en théorie, mais elle est toujours dégueulasse, quoi, pratiquement. Ah, je suis pas d'accord avec vous. Alors, non, c'est une vraie question, hein. J'ai fait un article d'ailleurs dans la revue de cette année sur ces questions-là, parce que, en fait, quand elle est dégueulasse, c'est que le traitement de surface, il est foiré. Parce que, je peux vous dire, j'ai fait une enquête auprès des adhérents de Thiès-Brez, hein. Il y a à peu près 500-600 adhérents sur leur sol en tomate, et il y en a qui m'ont avoué qu'ils n'avaient pas encore passé la serpillière depuis 6 ans qu'ils étaient dans la maison, et c'est impeccable. Donc c'est pas forcément, ça va pas s'encrasser. Souvent, alors pour moi, les chantiers où j'ai constaté justement qu'on avait une tomate qui s'encrasse, c'était souvent une erreur, mais qui est faite aussi sur les bois. C'est souvent que les gens ils ont voulu aller plus vite que la musique, c'est-à-dire que ils se sont dit on va mettre une belle tartine d'huile. Et puis comme ça, on n'aura pas à passer 4 couches. Ça, souvent, c'est une erreur. Il faut mieux passer 4-5 couches fines qu'une grosse couche. Parce que l'huile de lin, elle met du temps à cicativer. Donc, elle va commencer à devenir poisseuse. Et c'est souvent là que ça s'encrasse. Mais sur un traitement réussi, je peux vous assurer que c'est plus facile à nettoyer que même un carrelage. Et le savon? Savon noir, ouais, il y a plein. Bah, dans l'article, on avait répertorié, alors pas toutes parce qu'il y en a énormément de techniques. Il y a aussi ce qui se faisait pas mal avant au lait entier. Ils faisaient des traitements au lait entier. Alors ça pue un peu le lait caillé pendant 2-3 jours et puis après c'est bon. Mais il y a plein de techniques. Aujourd'hui, on va aller assez vite vers des huiles dures. Parce que contrairement à l'huile de lin, l'huile dure, vous la passez une fois et normalement vous êtes tranquille. Enfin, c'est pas vous qui passerez la deuxième couche, c'est peut-être vos enfants, quoi. Donc on est quand même plus tranquille et puis c'est des produits qui réagissent plutôt bien sur les tomates. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Vous n'avez pas du tout parlé des ouvrants. Des ouvrants? Non, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on va assez vite se caler sur la réglementation actuelle. Donc il est bien évident, nous, pour des questions patrimoniales, on va aller plus vers de la fenêtre bois.
Après, techniquement, en termes de fonctionnement, enfin thermique en tout cas, pour ce qui nous concerne, j'ai rien contre l'alu-bois ou l'alu. Le PVC, par contre, ça a proscrire aussi. Vous savez qui c'est les leaders mondiaux de la fenêtre PVC, enfin qui étaient, ils sont peut-être plus maintenant. C'était les Allemands. Et en Allemagne, c'est interdit la fenêtre PVC sur l'habitat domestique. C'est autorisé juste pour les maisons de retraite et les hôpitaux. Pas pour des raisons architecturales, faut pas rêver, mais pour des raisons risque incendie. Ouais. Si votre fenêtre commence à brûler, vous êtes mort avant d'avoir senti la moindre fumée, quoi. C'est les gaz de chlore. Voilà, exit le PVC, ça devrait être interdit. Puis c'est moche. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est sur les fondations, parce que ne pas bloquer les transferts hydriques. On est un peu coincé quand on est à même la rue, en fait, quand il y a du bitume à même la rue. Donc, qu'est-ce que vous conseillez s'il y a un parement de pierre sur le 1er mètre après? Alors, 2 choses. Ça peut être, je l'ai vu faire sur des chantiers que j'ai accompagnés, ça peut être de convaincre la mairie de profiter de travaux d'enfouissement de réseau ou de choses comme ça, justement, pour effectuer un drainage. Ça, c'est déjà vu, mais je suis bien d'accord avec vous. Ouais, c'est faut pas vraiment partout. l'opportuniser, là. Oui, c'est pas partout que ça passe. Sinon, parce qu'il y a sûrement des impacts sur le mur, en fait. Oui, bien sûr. Il y a les premières expertises qui doivent dater de maintenant d'il y a 2 ans d'experts bâtiments pour incriminer des communes sur des pathologies qui étaient dues justement au bitumage des routes, des choses comme ça. Bon, après, je souhaite à personne d'aller en procès au tribunal administratif contre sa mairie. Mais dans ces cas-là, on va être plutôt dans les stratégies que je vous ai présentées sur plutôt tout ce qui est technique d'enduit pouzzolanique, enduit romain, quoi. On va plus être sur de la gestion à la source parce que là, on n'a pas la main. Ouais. Mais par contre, ça peut être intéressant de travailler sur les sols intérieurs aussi. Quand c'est ça. D'accord. Et puis ma deuxième question, vous n'avez pas du tout parlé de l'efficacité ou des carrossiments, des anciens carrossiments alors? Non, c'est vrai que j'aurais pu en parler. Je les ai pas mis. Carrossiments posés sur, moi je sais pas techniquement, je sais pas. On les pose sur chape de chaux un peu comme ça va marcher un peu comme les dallages que je vous ai montré en pierre. Donc c'est-à-dire que les transferts, ils vont se faire par les joints. Souvent avec des joints assez aérés en fait. On dit qu'il ne faut pas passer l'aspirateur non plus. Après, c'est juste sur le sujet qui nous concerne ce soir, ce serait juste sur les températures de surface. Le ciment n'est pas très bon en température surfacique, en effusivité. Donc on va vite avoir des sols un peu froids. Mais après, voilà, il ne faut pas tout sacrifier à la thermique aussi. C'est une approche globale. Moi, mon but, c'est pas de choisir à la place des gens ou de leur dire ce qu'il faut faire. C'était quand il est existant. Oui, sur certaines maisons, il est existant quand... Bien sûr. Ouais. Non, mais c'est pour ça. Moi, je trouve pas que c'est une aberration d'avoir un sol en carreaux de ciment, en tout cas, si c'est la question. Dans le cas d'une obligation de se mettre à la RT 2012, une réhabilitation un peu lourde, tous ces produits enduits chauds, etc., ont très peu de coefficients. Ouais. On est toujours obligé de panacher avec d'autres matériaux plus forts. Et ça, c'est un réel problème. Enfin, on peut pas... La grille de lecture thermique, aujourd'hui, elle n'est pas faite pour le bâti ancien, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et là, du coup, si vous êtes sous RT 2012, c'est que vous devez avoir en effet une réhabilitation qui doit être lourde, très lourde, pour qu'il considère. Parce que sinon, vous êtes en RT élément par élément. Du coup, c'est plus facile. On travaillait essentiellement sur que des gros bâtiments comme ça. Enfin, pas des gros bâtiments, mais des trucs un peu lourds comme ça. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on est plutôt obligé d'aller sur des complexes qui sont plutôt les complexes que j'appelais modernes, entre guillemets, avec des isolations laine de bois. Parce que sinon, Chauchan en RT 2012, je sais plus, j'avais fait le calcul, mais ça devait être 35 ou 36 cm de Chauchan. Bonjour. Déjà, rien qu'à poser l'enfer et puis la place perdue, quoi. Donc non, là, on peut pas aller sur ces techniques-là quand on est... sur RT. Ouais. Après, c'est pas très intéressant tous les choix sols que l'on propose, qui sont très efficaces, souvent sont refusés. Tomate, la dalle de terre est très intéressante, mais je crains que la majorité des clients n'en veulent pas. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'amélioration à ce niveau-là? Des industriels qui travailleraient sur des produits qui... Voilà. Ouais.
Alors il y a des, j'en ai pas parlé parce que ça reste encore minoritaire, il y a des entreprises qui travaillent sur des carrelages d'argile qui sont très très proches esthétiquement des carrelages céramiques. Donc ça pourrait être une solution. Dans les bétons de terre aussi, parce qu'aujourd'hui les bétons de terre qui sont dans le commerce ont des résistances mécaniques qui sont à 20 mégapascales, ce qui est déjà pas dégueulasse, mais pas suffisant. Il y a pas très loin de chez vous, en Vendée, sur les anciennes carrières Gileso, vous avez l'entreprise Argilus là, qui a créé le HP2A. On a hélas pas vu les fiches techniques et on n'a pas pu tester le produit, donc on ne connaît pas son comportement, si vous voulez. Je me suis arrêté au prix. Ouais. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr qu'en sol, on est limité. C'est ce que j'ai dit. De toute façon, c'est la limite. La limite, elle est vite là, en termes de revêtement de sol. Qu'est-ce qui va se passer sur un mur en pierre si donc il est imperméable d'un côté, mais il est perméable de l'autre côté, à l'extérieur? Alors, on a des gros tampons, donc ça va pas poser un souci énorme. Tout dépend de quel côté. C'est-à-dire perméable du côté intérieur. Perméable du côté extérieur et imperméable avec un ciment. Ça va être top pour tes remontées capillaires, parce que ça veut dire les remontées capillaires vont s'évaporer prioritairement vers l'extérieur. En revanche, tu as intérêt à avoir une sacrée VMC pour gérer toute ton eau de condensation, l'eau que toi tu vas générer dans la maison. Donc, oui, vous pensez que les VMC qu'on a là, ça suffit pas pour notre condensation? Non, on est sous-ventilé en France. Je voulais savoir comment on fait quand on a une maison ancienne qu'on a achetée dans les années 87 et que c'était de la terre au sol et il y a eu une chape et puis il y a eu un carrelage par-dessus du grès cérame. Non, pas du grès cérame, du grès d'Artois. Alors l'isolation... zéro. Par contre, les murs, certains murs ont été gardés en pierre. Et ailleurs, c'est du placo avec laine de verre derrière. Qui date de 80. Non, ça date. L'isolation date de 2000. 99. En pied de mur, en tout cas, à mon avis, elle est très probablement en fin de course. Pour en démonter souvent, on voit bien. Et pour ce qui est de l'isolation des murs, pour ce qui est de la dalle, je pense que tout dépend de votre programme. C'est-à-dire, on peut toujours faire des petits patchs. Vous voyez, c'est des cas auxquels je suis assez confronté en diagnostic. Les gens me font venir des fois pour un petit problème qu'ils ont identifié. Et en fait, dans la phase de diagnostic, on va lever plein de lièvres et on va se rendre compte que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on avait envisagé. Sauf que quand les gens ils ont dépensé 250 000 euros dans leur maison qu'ils ont depuis 3 mois, là, ils n'ont pas forcément le budget pour tout refaire. Et c'était peut-être pas le programme. Donc il va falloir trouver... là, c'est vraiment du cas par cas. Je ne pourrais pas vous faire une réponse précise. Parce que c'est trouver les petits patchs, toutes les petites opérations qu'on peut faire qui ne vont pas coûter cher et qui vont contribuer à favoriser une amélioration de la situation. Faire un diagnostic, quoi. Non, mais ça, je peux vous recevoir au local là, c'est gratuit. Et puis déjà, on peut déverrouiller quelques petits trucs, ouais.